la Côte d'Ivoire s'est approprié cette maxime des pays émergents. Le tissu des PME est le principal moteur du développement économique, de l'emploi et de l'innovation. Depuis, en Côte d'Ivoire, les programmes foisonnent, des programmes pour accompagner les PME avec des résultats souvent mitigés, mais des actions tout de même sont menées sur le terrain. Dans ce numéro de Défi du moment, nous en parlons autour du thème PME ivoiriennes, quel accompagnement? Soyez des nôtres. De retour sur le plateau pour en parler, PME ivoirienne, quel accompagnement? Nous avons trois invités. Monsieur Kambou Moustapha, bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de la PIPME, la plateforme unique des PME de Côte d'Ivoire, l'une des fêtières puissantes ici en Côte d'Ivoire. Alors la plateforme, parlez-nous un peu de votre plateforme et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des entreprises du secteur formel et informel? La plateforme unique est née dans le souci de regrouper toutes les entreprises, toutes ces PME qui, depuis l'indépendance, on va dire ça comme ça, jusqu'à maintenant, ont des difficultés pour sortir la tête de l'eau. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Merci, c'est l'union qui fait la force. Et tout à l'heure, nous en parlerons. Également sur le plateau, M. Serge Nedro, vous êtes économiste, spécialiste en intelligence économique et vous êtes PDG d'une entreprise, une holding, Alliance Holding Corporation. Présentez-nous votre holding. Bonsoir Jean-Charles, merci également de nous avoir invités en ce lieu. Évidemment, le groupe Alliance Holding Corporation exerce dans trois domaines d'activité. La finance, où nous accompagnons dans le domaine financier comme dans le domaine extra-financier. Également, nous sommes dans l'éducation, où nous possédons une université et une école de commerce pour les cadres et les dirigeants africains. Et nous avons aussi, à travers tout ça, une compagnie d'énergie où nous faisons du transport d'énergie comme de la distribution d'énergie électrique et eau. Voilà. Ok, tout à l'heure, avec vous, on va partager un certain nombre d'expériences que vous avez vécues pour hisser justement votre holding à un niveau, volontiers, que vous avez choisi. Volontiers. Et puis, une dame sur le plateau, Madame Colette Tano, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que Madame Colette Tano est directrice du programme La Finance s'engage, un des programmes beaucoup suivis ici en Côte d'Ivoire par les PME à cause de son ambition. Pouvez-vous nous présenter votre programme? Alors, l'ambition de La Finance s'engage est d'améliorer l'accès au financement des PME, sachant que la question du financement est l'épine dorsale, on le dira, du développement des PME. Il est ressorti de plusieurs études que les PME considèrent l'accès au financement comme le problème majeur de leur développement. Donc la finance s'engage a été initiée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, en collaboration avec la firme ES Partners, justement pour pouvoir mobiliser les acteurs à mettre plus de ressources pour améliorer l'accès au financement des PME. Merci, nous allons en parler tout à l'heure justement. Alors tout de suite, ma première question s'adresse à M. Kambou Moustapha. Les PME ivoiriennes, comme toutes les PME du monde, sont impactées par la crise sanitaire, la maladie à coronavirus. Et quel est l'état des lieux des PME aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, satisfaisant? Elle se porte mieux? Non, je ne dirais pas qu'elle se porte mieux. C'est relatif. Ça va dépendre du secteur ou de l'endroit où se penche la balance. Nous avons des secteurs qui, tant bien que mal, ont réussi à faire face à la situation. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi du tout. Je peux donner par exemple l'exemple de ceux qui sont dans le domaine de l'artisanat ou encore du tourisme, qui n'ont pas vraiment réussi à décoller face à la situation de la Covid. Nous avons essayé tant bien que mal de réunir nos forces, nos intelligences, et jusqu'ici, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Bon, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas resté indifférent face aux difficultés que traversent les PME ivoiriennes. Par exemple, il y a eu un fonds qui a été mis en place
le fonds de soutien aux PME. Tout à fait. Vous en avez bénéficié, vous êtes satisfait aujourd'hui du fonctionnement de ce fonds? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est relatif. Personnellement, j'en ai bénéficié. Mais je suis d'une structure qui regroupe beaucoup de secteurs. Quand on prend par exemple l'artisanat, il y a 245 métiers dans l'artisanat. Et la plupart n'ont pas encore les moyens administratifs d'accéder à certains financements. Et donc, à ce niveau-là, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Mais dans l'ensemble, on va dire que la volonté étatique y était. Et c'est déjà ça qui soulage. Et après, bon, nous essayons de travailler pour voir comment est-ce qu'il faut permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information pour que cela puisse profiter à tous les PME de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Madame Tano, il y a un fonds, le fonds de soutien aux PME, un peu piloté par une agence que l'État a créée, l'agence Côte d'Ivoire PME, qu'on salue au passage pour ses actions qu'elle fait sur le terrain, mais beaucoup reste à faire évidemment. Alors, est-ce que toutes les PME, là M. Cambou disait que toutes les PME n'en ont pas bénéficié, toutes ne peuvent pas en bénéficier, mais il s'est dit un maximum de PME n'en bénéficient pas. D'accord. Vous faites le même constat? Mais bien sûr, d'abord, avant de répondre à cette question, il faut dire sur la question de l'impact de Covid, il est ressorti d'une étude qui a été menée en 2020 par la firme ES Partners, justement, après la crise, que 86% des entreprises ivoiriennes ont été sinistrées par la crise sanitaire. 86%, c'est beaucoup. Sinistrées. Elles ont déclaré avoir une moins bonne performance en 2020 due à la crise sanitaire. Donc, c'est dire que le problème était vaste, le problème était épineux. Et on salue justement l'action gouvernementale qui a mis en place les différents fonds, dont le FSPME. Et effectivement, le constat, c'est que très peu de PME ont bénéficié. Là, j'ai les chiffres. Sur 150 milliards qui avaient été annoncés, seulement 1/5 des fonds ont été déboursés. Donc 17 mois après, on a fait le point en octobre 2021. Pourquoi? Parce que 62% des dossiers soumis ont été recalés au niveau du secrétariat exécutif pour non-conformité. Si je vous comprends bien, 150 milliards pour les PME, et selon vous, les 150 milliards sont là, mais 62% des PME ne peuvent avoir accès. Non, c'est que est-ce que les 150 milliards étaient là, effectivement? Bon, on a annoncé, il y avait cette volonté. Ce qu'on fait comme constat, c'est que 1/5 seulement des fonds ont été alloués à des PME. Et pourquoi? Et l'autre constat qu'on fait, c'est que 62% des dossiers qui ont été reçus au niveau du secrétariat justement des fonds ont été recalés. Pourquoi? Pour non-conformité. Donc, les PME ont de sérieux problèmes en ce qui concerne la constitution des dossiers administratifs demandés par l'administration, donc demandés par le système bancaire. Et ce n'est pas une question de FSPME, c'est le constat qu'on a fait également au niveau de la finance s'engage. C'est l'une des raisons pour lesquelles la finance s'engage justement a été mise en place pour pouvoir traiter ces questions-là qui bloquent la question du financement des PME. Parce qu'on a l'impression que c'est une question de ressources ou c'est une question de volonté des acteurs de ne pas encourager les PME à avoir accès aux PME. Non. Donc ce n'est pas une question de ressources, c'est une question de quoi? De règles? Alors, il ressort justement de la première étude qu'on avait menée en 2016 pour mettre en place la finance s'engage que 95% des PME n'ont pas accès à la bonne information en ce qui concerne l'accès au crédit. Donc, elles ne savent pas quelles sont les offres disponibles. Elles ne connaissent même pas les institutions, les types d'institutions qui accordent du crédit, à quel stade de développement elles l'accordent et comment elles l'accordent. Elles n'ont aucune maîtrise des conditions d'accès à ces crédits-là qui sont disponibles. Du coup, lorsque des ressources sont disponibles, lorsque des ressources sont annoncées, très peu de PME bénéficient à la fin de ces ressources disponibles. Ok, M. Cambou, c'est le même constat.
vous avez des difficultés d'accès à l'information. Vous n'êtes pas toujours informé des opportunités. Oui, je partage l'avis de madame. C'est l'une des raisons pour laquelle la plateforme unique est au four et au moulin, justement, pour permettre que l'information descende. Parce qu'elle est bloquée à un certain niveau et cela ne favorise pas. L'information est bloquée à un certain niveau. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui bloque l'information? Est-ce que vous allez vers l'information ou vous attendez que l'information vienne à vous? Alors, cher PME. J'en viens. Vous savez, le problème ne part pas de la période Covid. La Covid tombe pendant qu'il y avait plusieurs problèmes à traiter. Et donc, nous rebondissions à partir de la Covid, mais en réalité, nous étions déjà sur le terrain pour parler et contacter les différents concernés pour leur permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait et que tout le monde, enfin chacun devrait à son niveau s'approprier les outils essentiels pour accéder aux aides, aux entreprises. La plateforme unique a réuni plusieurs fêtières dans ce sens et nous étions en train de formaliser quand la Covid nous tombe là-dessus. Donc vous comprenez que entre le temps où il faut faire le travail et puis récolter le fruit, il y a cet espace-là qu'il faut combler. Nous avons jusqu'à présent entrepris ce qu'il faut auprès de nos États, auprès de nos ministères bien sûr, pour permettre à ce que ce retard-là soit comblé par les moyens qui peuvent être mis à disposition de la plateforme pour qu'elle puisse faire son travail comme il se doit. Mais là, les chiffres sont là. Le FSPME, le fonds de soutien aux PME, 150 milliards et seulement un cinquième utilisé parce que 62% des PME qui ont déposé les papiers ne sont pas en règle. Justement. Quel commentaire vous en faites? Alors, c'est un peu la difficulté que nous, en tant qu'acteurs et l'État, d'une part, rencontrons sur le terrain. On demande aux PME de se mettre en règle pour pouvoir bénéficier des fonds à un moment où le délai qui leur est donné n'est pas réalisable. Vous comprenez? Oui, allons-y. Alors, je prends un exemple terre à terre. L'artisan, il est d'abord je prends l'exemple de l'artisanat parce que c'est le domaine dans lequel je me sens le mieux, j'exerce. Et ce sont des équations que nous essayons de résoudre tous les jours. Il est chef d'entreprise. Cependant, il est déclaré aux taxes forfaitaires. Pour bénéficier des fonds, il faut être déclaré aux impôts. Pour aller aux impôts, il lui faut entreprendre d'autres démarches. Et dans cette démarche-là, dans cette période-là, lui, le besoin est là. Parce qu'il a ses employés, il a ses charges auxquelles il doit faire face et incessamment. Et donc, c'est un peu ça qui nous met en difficulté. Les fonds sont là, mais pour avoir accès aux fonds, il faut suivre un circuit. Et ce circuit-là, il est difficile à réaliser dans un temps record. C'est un peu ça qui nous met un peu en difficulté au niveau de la plateforme unique. Et nous en appelons à chaque fois à l'État afin de donner le temps nécessaire et d'assouplir les conditions pour accéder aux différents fonds. Et que l'appareil administratif ne soit pas un frein. Les conditions administratives ne soient pas un frein à l'accès aux financements. Assouplir les conditions, que l'appareil administratif ne soit pas un frein. Monsieur Nedro, vous, à la tête de votre entreprise, est-ce que vous avez été tenté d'obtenir le fonds de soutien aux PME? Bon, véritablement, à notre niveau, nous n'avons pas
Nous n'avons pas suivi cette démarche. Et nous n'avons pas, véritablement, nous n'avions pas ce problème de financement par rapport à ce qu'il y a eu. C'est vrai que c'est un problème général. Mais ce que j'ai envie de dire est que le constat que Madame Tano faisait tout à l'heure, c'est un constat réel, mais qui part en fait du modèle économique. Je vais donner un point de vue en ma qualité d'économiste, parce que notre économie est basée sur un système de financement orienté banque. Donc ce système de financement de l'économie orientée banque met en exergue, ou bien j'ai envie de dire fait apparaître une problématique en fait en réalité au niveau des PME, où l'ensemble des PME pensent que la seule difficulté ou le seul problème qu'elles rencontrent, c'est l'accès au financement ou bien le refus d'accès au financement. Alors que la question n'est pas là, la question est plus profonde que ça. Parce que si nous prenons, j'ai envie de dire, les différents critères dont Mme Tano parlait tout à l'heure, nous voyons qu'effectivement, il y a des critères financiers en termes de tout ce qui est, j'ai envie de dire, des états financiers, l'établissement des bilans, des états financiers, des comptes de résultats et tout ça. Mais il y a des critères extra-financiers. Et c'est là que, en fait, notre modèle économique qui est basé ou qui est orienté banque, notre modèle de financement de l'économie orienté banque, ne met pas en exergue les critères extra-financiers. Mais si nous étions, par exemple... Quand vous parlez des critères extra-financiers, de quoi parlez-vous? Très bien. En fait, il existe des critères extra-financiers qui peuvent être des critères qui peuvent permettre à des PME d'accéder à des banques. Des critères tels que, par exemple, la mise en place du système de gouvernance d'entreprise. Malheureusement, dans nos pays ou dans nos économies sous-développées, quand on parle de gouvernance, on pense tout de suite à la bonne gouvernance des institutions publiques, on pense à la notion de corruption, mais non. La mise en place du système de gouvernance révèle plusieurs critères, même dans le secteur privé. Par exemple, il y a 3 points essentiels. Le premier point, c'est la structure. La mise en place d'un système de gouvernance d'entreprise commence par la structure. Et quand on parle de la structure, on parle de la structure organisationnelle de la PME, c'est-à-dire comment est-ce que la PME elle-même, elle est structurée. Qu'est-ce qui existe là-dedans? Est-ce qu'il existe des instances, des organisations ou des instances qui y sont? On parle également de la structure du capital. Qui est derrière cette PME? Quelle est la personnalité? Est-ce que cette personnalité qui est l'actionnaire de référence ou l'actionnaire majoritaire a les capacités pour pouvoir... C'est des critères que les banques prennent en compte, tout comme les marchés financiers que sont les fonds prennent en compte également. Il y a aussi la notion, par exemple, j'ai envie de procédure, dont on a parlé tout à l'heure. Quand on parle de non-conformité, c'est parce que les PME ne respectent pas les procédures. Mais s'il n'y a pas de promotion de bonne gouvernance au niveau du secteur privé, évidemment, ou de promotion de mise en place du système de gouvernance, évidemment, les PME vont tout le temps s'engouffrer dans une question de difficulté d'accès de financement. Et à part le critère par exemple, de gouvernance, il y a le critère social. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'ISR, de fonds ISR, c'est-à-dire d'investissement socialement responsable, où on veut emmener les différentes sociétés à devenir responsables. Mais la responsabilité commence d'abord par la culture d'entreprise en interne, par la prise de conscience de ce qu'on doit avoir en interne, par exemple, un CODI, un conseil stratégique, un comité de direction, un conseil d'administration, si on a une SA, ainsi de suite. On n'a pas forcément besoin d'avoir des centaines de milliards ou des milliards avant de mettre sur pied des instances réglementaires qui sont reconnues par notre droit OHADA et évidemment qui sont mis dans tous nos tests qu'on a, que ce soit les statuts, les règlements intérieurs et tout ça. Donc ce manque de promotion des critères extra-financiers pose un véritable problème au niveau des PME. Aujourd'hui, vous allez prendre 90% des PME ne savent pas du tout et ne connaissent même pas, j'ai envie de dire, je le dis, tout ce qui est critères extra-financiers, comment s'organiser en interne et tout ça. Et ce sont de sérieux problèmes. Et le troisième point, évidemment, on va parler évidemment de tout ce qui est les critères environnementaux et tout ça, mais c'est d'autres questions. Mais je viens sur la notion principale de gouvernance d'entreprise. Cette notion, elle est importante pour accéder aujourd'hui à tous les marchés, que ce soit les marchés bancaires comme les marchés, j'ai envie de dire, boursiers. Parce que tous les marchés intègrent aujourd'hui ces critères. Ok, merci. Si vous voulez. Madame Tano, Monsieur Kambou a dit il faut alléger. Quand j'écoute M. Nedro, ça fait beaucoup de choses.
Je suis une PME, j'ai toujours vécu pendant 10 ans. Je paye mon personnel, je paye mes taxes. Et là, quand j'écoute M. Nedro, ouf, j'ai déjà mal à la tête. C'est beaucoup de choses que je dois intégrer, que je dois changer. Pas du tout. La PME demande qu'on allège. En fait, la question n'est pas sur l'allègement. La question n'est pas sur l'allègement du tout. La question est de mettre en place un système gagnant-gagnant. Gagnant pour la PME, mais gagnant pour ceux qui vont financer la PME. D'accord? Quand il parle en fait de critères extra-financiers, en réalité, ces critères-là entrent en ligne de compte dans l'étude du dossier de la PME. Et M. Kambou le sait. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller demander un crédit et toutes ces informations-là ne seront pas demandées. On va vous demander justement, et les deux obstacles majeurs que les PME ont rencontrés, les 62% de dossiers dont on parle, c'est deux éléments. L'ARF, l'attestation de régularité fiscale, et l'attestation CNPS. Ce sont des éléments qui sont relatifs à la déclaration des employés et à la déclaration de ses impôts et au règlement de ses impôts. Donc, ce qu'il appelle critères extra-financiers entre en ligne de compte dans l'étude du dossier de la PME. Quand au niveau de la finance s'engage, on dit que les PME justement ne maîtrisent pas l'information, c'est qu'elles ne savent pas que ces critères-là entrent en ligne de compte dans l'étude de leur dossier. C'est que vous venez demander un prêt, mais le banquier ou n'importe quelle structure va chercher à savoir comment votre activité est structurée. Il va chercher à juger, évaluer votre solvabilité. Et pour évaluer votre solvabilité, il doit pouvoir regarder justement la structure. Il doit pouvoir regarder le mindset, la mentalité du dirigeant. Il doit pouvoir regarder l'organisation. Est-ce que si M. Kambou, demain, a un problème au niveau de sa structure, est-ce que le business s'écroule? Si le business dépend à 99% de M. Kambou, ça augmente le risque. Tout à fait. Vous voyez? Tout un tas de critères qui entrent en ligne de compte dans l'étude du dossier. Donc, nous disons à la fin que la bonne information pour une PME qui veut se faire financer, c'est d'abord maîtriser les offres disponibles, les acteurs de ces offres. Il parlait justement et du système bancaire et des fonds et de la bourse. Ce sont des acteurs qui existent au niveau de la démarche de financement, mais il faut pouvoir les connaître. Et il faut pouvoir savoir dans quel cas approcher quel acteur. Effectivement, au niveau de notre marché, au niveau de notre environnement, c'est que les institutions, les SFD, les microfinances et les banques que la majorité des acteurs connaissent. Ouais. Alors qu'il y a des business angels, alors qu'il y a des fonds d'investissement, alors qu'il y a la bourse, alors qu'il y a d'autres systèmes qui existent et qui sont en train de se structurer. Mais qui ne sont pas maîtrisés. Donc, la question revient à chaque fois à est-ce que la PME a la bonne information? Si elle a la bonne information, est-ce qu'elle est préparée pour pouvoir justement se saisir de cette information et s'organiser en fonction? Comme M. Kambou disait, il faut un temps. Le FSPME a été lancé en mai 2020. Là, on est à 17 mois, plus de 17 mois de fonctionnement. Donc, une PME qui a l'information, voici les éléments qu'il faut fournir, devrait pouvoir se préparer. Et c'est pour cela que nous allons demander aux PME de s'approcher des institutions, les fêtières, la CEGCI, la Chambre de commerce, Côte d'Ivoire PME, le ministère de la promotion des PME. Toutes ces structures mettent en place aujourd'hui des ateliers d'information et de formation à l'endroit des acteurs de PME. Il faut avoir la bonne information et il faut se préparer. L'un des défis majeurs pour 2022, c'est d'avoir accès à la bonne information. Avoir accès à la bonne information et se préparer à la bonne gouvernance. C'est clair. Ça dit que, en fait, et c'est vrai, il y a une asymétrie d'information. C'est logique, évidemment, c'est ce que nous voyons. Parce que la plupart, évidemment, des chefs d'entreprise ne sont pas hautement, j'ai envie de dire, formés avec une certaine qualification en tant que tel. Donc il y a ce niveau aussi d'éducation et tout ça, je m'excuse, mais qui est un problème véritable parce que on est dans une économie sous-développée. Donc par exemple les artisans, c'est vrai, par moment il y a ce problème qui se pose. Maintenant, moi la question que je me pose à travers le ministère de la promotion, comme elle l'a dit,
est-ce que le ministère de la promotion des PME s'engage parfois à faire comprendre, à faire des formations de ce genre, ou à faire comprendre aux PME que, en fait, tout commence par la mise en place d'un système de gouvernance d'entreprise à l'interne. C'est des programmes qu'il faut absolument, c'est là la base en fait. Parce que si vous n'êtes pas structuré, comme elle a dit, aucune institution financière, qu'elle soit du marché bancaire ou qu'elle soit du marché financier, ne pourra vous faire confiance. C'est pas possible qu'une institution financière vous fasse confiance. Donc moi je pense que le problème est profond et le problème doit être vu par là. Vous voyez un peu, ça doit commencer par là pour moi. Et je pense évidemment, si nous arrivons j'ai envie de dire, à promouvoir cette culture de mise en place de ce système de gouvernance, il n'y a aucune raison qu'un fonds, qu'une banque ne vienne pas nous financer. C'est ça, c'est ce que les fonds attendent. Parce que les fonds d'investissement qui viennent financer aujourd'hui les PME, il y a des fonds qui sont à l'étranger, qui viennent ici, qui ont des bureaux ici, qui approchent des PME pour pouvoir les financer. Mais le problème que ces fonds trouvent sur le terrain est qu'on a des PME qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas organisés, qui n'ont aucune instance, qui n'ont jamais même fait de codie. Et comme elle a dit, toute la stratégie, il y a une deuxième notion, c'est la notion de la stratégie. Toute la stratégie se repose sur un seul individu. Mais il y a un risque énorme. La stratégie d'une entreprise ne peut pas se reposer sur le seul général de Gaulle qui se trouve, j'ai envie de dire, à Londres et qui veut combattre pour enlever le maréchal Pétain. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les alliés disent il est resté seul, on ne peut pas lui faire confiance, et c'est la même chose qui se passe actuellement. Donc je pense que c'est à ce niveau, on doit vraiment mettre le point là-dessus. Et nous, aujourd'hui, pour notre exemple, quand on a mis le point sur ces genres de structuration, quand on a structuré nos différentes entreprises, évidemment, nos entreprises ont eu à accéder à des fonds d'investissement qui ont pris main des parts et qui nous ont donné également des différents crédits. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Donc vous avez bénéficié de cette structuration. De cette structuration, on a mis en place un système de gouvernance d'entreprise assez clair, avec un conseil d'administration, avec un comité de direction, avec une assemblée générale, et ces instances fonctionnent effectivement. Et donc, ça donne la confiance. On ne se dit pas que c'est moi seul, en tant que président directeur général, qui prend les décisions. Donc, il y a tout un comité, il y a des dirigeants d'entreprise, il y a des administrateurs qui définissent la stratégie et qui surveillent alors l'action du CODI, c'est-à-dire l'action du comité de direction, qui se fait. Et donc, ça donne de la confiance. Parce que, comme elle a dit, l'octroi du financement, sinon l'octroi de ce financement, c'est pour créer de la richesse. Mais on crée la richesse à partir de quoi? À partir de la stratégie qui est mise en place. Et la stratégie, c'est quoi? C'est l'allocation des ressources, bien entendu, en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs précis. Mais si on n'a pas de stratégie, si c'est un seul individu, je parle des PME, généralement c'est un individu qui s'élève, qui crée quelque chose, et puis souvent il gère ça comme un bien familial, tranquillement. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et souvent même, quand bien que j'ai eu, par exemple, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai eu rapidement à rencontrer certains entrepreneurs où on leur a fait la proposition, par exemple, de faire des prises de participation dans leurs entreprises, mais qui ont refusé, parce que pourtant l'entreprise est en train de s'écrouler. L'entreprise est en train d'écrouler, mais c'est devenu un bien familial, un bien personnel. On s'est dit que machin, bon, évidemment. Ok. Madame Tano, vous, en tant que directrice de la finance, s'engage. On voudrait comprendre, en Côte d'Ivoire, les banques, combien ils étaient prêts à mettre sur la table pour financer les PME, et combien de PME ont effectivement bénéficié? Alors, pour 2022, nous avons évalué à la dernière édition de la Finance S'engage, donc qui s'est déroulée le 16 décembre dernier, nous avons évalué à 1491 milliards les ressources disponibles auprès des banques et des institutions du système financier décentralisé. Quand on en parle, en fait, c'est la plupart des institutions appelées microfinances. Donc, l'ensemble de ces acteurs-là mettent à disposition des PME pour l'année 2022 un peu plus de 1491 milliards. D'accord. Donc déjà là, c'est pas suffisant, mais au moins ça existe. Donc, les banques peuvent mettre 1400 milliards... 95 milliards, oui, à la disposition des PME. Sont prêtes à jouer ce jeu-là. De ce qu'elles ont déclaré. Oui, elles sont prêtes à jouer le jeu. Pour que les PME puissent accéder, comme on l'a dit, il y a des règles.
Exactement. Il y a des règles et au niveau de la finance s'engage, nous organisons donc en partenariat avec la CEGECI des ateliers d'éducation financière. Pourquoi? Pour aider les PME à comprendre les produits qui existent, les offres qui sont disponibles et comprendre les conditions pour avoir accès à ces offres. La question est là. Si j'ai la bonne information et que je me prépare en conséquence, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas avoir accès à ces ressources. Mais j'ai la bonne information, je me prépare. C'est quoi? Je paye pour me structurer, donc ça me fait une dépense pour une PME déjà sinistrée. Pas forcément. Parfois, et M. Cambou le dira, pas forcément. Aujourd'hui, en fait, avec toutes les structures qui sont mises en place, quand même, il y a un système d'accompagnement qui existe. Ça coûte, mais ça coûte moins cher de pouvoir se structurer aujourd'hui que de rester justement dans l'informel. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez dans un système de stress beaucoup plus grand. Vous devez à des systèmes qui ne sont pas régulés. Leur taux d'intérêt est très élevé. On parle du système du taux d'intérêt des banques qui est élevé. Mais justement, grâce à l'action des plateformes de PME, des différentes fêtières de PME et du dialogue entre le secteur privé et le gouvernement aujourd'hui, on a des taux qui sont en train d'aller à la baisse. On a des offres qui ont des taux très intéressants pour les acteurs de PME. Mais encore qu'il faut être dans le système formel. Parce qu'on va vous dire, le FSPME a un fonds disponible à 9%. Il faut bien que je puisse pouvoir fournir les dossiers pour avoir accès à ces 9%. Donc, il coûte plus cher aujourd'hui à une entreprise qui est dans le secteur informel, qui n'a pas ses papiers réunis, qu'une entreprise qui se formalise. Ça met du temps. Donc, mieux vaut débourser de l'argent pour se mettre en règle. Oui, et même pour le FSPME, à un moment, ce que le secrétariat proposait aux PME, aux acteurs de PME, était de pouvoir avoir un échéancier avec la direction des impôts, un échéancier avec la CNPS pour permettre justement, avec ces documents, de pouvoir avoir accès au fonds. Ça c'est un allègement. C'est des mesures qui existent. Nous ne disons pas ici que les ressources disponibles sont suffisantes. On ne peut pas le dire. Non, 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 ce serait faux. L'écart entre l'offre et les besoins de financement est toujours de 2/3. Donc, on ne vient pas dire que les ressources disponibles suffisent à la demande de l'ensemble des acteurs de PME. Ce que nous disons, c'est que les ressources qui sont disponibles ne bénéficient pas au maximum d'acteurs de PME. Pourquoi ? Parce que ces acteurs n'ont pas accès à la bonne information, parce que ces acteurs ne se préparent pas pour pouvoir justement satisfaire les conditions demandées pour pouvoir bénéficier de ces ressources. Et si vous réglez ça, vous, en tant qu'acteur de PME, vos fêtières vont continuer le dialogue avec le gouvernement, à travers le dialogue secteur privé-gouvernement, à travers d'autres institutions, à travers des plateformes comme la finance s'engage. Et vous, acteurs de PME, ce que vous faites, vous vous mettez aux normes pour pouvoir bénéficier au mieux, n'est-ce pas, M. Cambou? Oui, M. Cambou, vous voulez réagir? Alors, je voulais juste rebondir sur un sujet qu'avait abordé M. Jean-Charles, c'est ça? M. Nedro. M. Nedro. Allez-y, allez-y. Alors, nous savons que nos ministères travaillent au bien-être de la population. Et en ce qui concerne les PME, le ministère a eu beaucoup à donner à la plateforme unique comme feuille de route pour non seulement l'information, mais aussi la formation, de sorte à permettre aux PME qui sont à l'intérieur d'être au même niveau que ceux qui sont à Abidjan, parce que le défi, il est grand. Elle a souligné le fait que nous avons la difficulté à nous rendre dans des institutions pour avoir les bonnes informations. Et à ce niveau-là, nous avons toujours souhaité que, en tant que institution bancaire ou financière, elles puissent mettre à disposition aux fêtières comme la plateforme unique les informations qu'il faut, parce que la PME n'est pas censée connaître l'appareil que vous dirigez ou encore l'entreprise
que vous... Mais c'est la PME qui doit prendre le crédit, c'est pas la fêtière. Hein? Oui, justement. Mais que la fêtière ait la possibilité de présenter ce que cette institution-là représente en termes d'intérêt pour la PME. Parce qu'en fait, nous, après, quand on reçoit tous les éléments qu'il faut pour développer la PME, ce n'est pas à nous qu'elle doit profiter. C'est ça. Ceux qui doivent profiter de cette information-là, il faut qu'elle soit mise en contact avec la structure en question. D'accord. M. Kambou, qu'est-ce que vous pensez si pour 2022, que les fêtières se déplacent pour aller vers le secteur bancaire pour avoir ces informations? Parce que là, les fêtières attendent que ces institutions financières se déplacent pour venir vous donner l'information pour que vous les donnez aux PME. Est-ce qu'il ne faut pas changer de manière de faire cette année? Je pense qu'elle va encore ralentir l'adhésion, la progression vers la formalisation. On a confiance quand on connaît l'acteur qui sert d'intermédiaire. Nous, ça sera plus facile pour nous de dire à une PME de l'artisanat, approchez madame, parce qu'elle va vous aider, que de dire à madame, voilà telle PME, allez vers elle, elle a besoin de votre aide. Notre crédibilité nous permet de jouer l'intermédiaire entre les PME et les institutions bancaires. Jusqu'ici, la chose, elle va lentement, mais elle va sûrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous êtes d'accord avec moi que la formation aujourd'hui, ça coûte cher. Et même l'information, ça coûte, c'est pas gratuit que de réunir des gens, leur demander d'arrêter leurs activités pour venir pour qu'on leur donne une information pour leur bien-être. Et c'est ce à quoi nous travaillons pour trouver la bonne formule pour mettre en relief et les institutions financières et les entreprises des PME qui sont répertoriées au niveau de la plateforme unique des PME du Côte d'Ivoire. Merci, M. Nedro. PME ivoirienne, quel accompagnement pour 2022? Moi, je pense que pour 2022, il faut adopter un accompagnement hybride. À la fois un accompagnement du point de vue financier, parce que il y a le problème, j'ai envie de dire, des problèmes de structuration financière, l'arrêté des comptes, il n'y a pas d'état financier. Souvent même le PDG confond la caisse avec sa propre poche, la caisse de l'entreprise avec sa propre poche, le compte bancaire de l'entreprise, il va retirer de l'argent quand il veut. Donc il y a cet accompagnement financier qu'il faut. Le deuxième type d'accompagnement, et je dis encore, et qui manque aujourd'hui, et c'est un manque vraiment criard, c'est l'accompagnement sur des critères extra-financiers. Voilà. Et ça dit que la manière de se structurer, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que se structurer, ça ne va pas nous demander de l'argent? Non, on peut se structurer sans forcément de l'argent. Je prends par exemple le cas d'un start-upper. Un jeune qui a une start-up et qui veut se structurer. Si il est seul, évidemment, sur sa chose, il va y aller. Il va avoir peut-être de la chance auprès d'un fonds, ou bien auprès d'une banque, ou bien en jouant à un jeu, ainsi de suite, tout ça, pour qu'il puisse être gagnant et remporter un fonds. C'est vrai. Mais s'il arrive à mettre, par exemple, sur pied un conseil de stratégie, ou un conseil stratégique, ce conseil stratégique peut être composé de 5 personnes. Il y a d'abord, j'ai envie de dire, un expert qui a un mentor, si je peux dire, qui a réussi dans son domaine. C'est-à-dire, par exemple, si je suis dans le domaine de la technologie, je prends quelqu'un qui a réussi dans le domaine de la technologie et qui est mon dévancier, qui peut me donner des conseils là-dessus. Deuxièmement, il faut avoir, par exemple, un expert en stratégie. Parce que ce qu'on oublie, malheureusement, dans les pays francophones, est qu'on oublie que la stratégie est au cœur du développement et de la croissance d'une entreprise. Et tant que vous ne savez pas où vous allez et comment y aller, et vous ne savez pas faire, on peut vous donner des milliards, mais sans stratégie, vous allez les dilapider. Parce que ce n'est pas une question d'avoir des ressources. Vous pouvez avoir des ressources. Mais la problématique majeure, c'est de savoir allouer ces ressources. Où est-ce que vous allez les allouer? À quoi vous allez les allouer? C'est là que intervient la notion de stratégie. Donc le conseil que je donne, la deuxième personne qui doit être là-dedans, c'est un expert en stratégie. La troisième personne, évidemment, un ami ou quelqu'un. Quand je parle d'experts, pas forcément des gens
qui ont une grande connaissance qu'on va aller louer parce que oui, on va aller le prendre, il est venu de Harvard ou bien de... Non, quelqu'un, un ami à vous que vous connaissez, mais qui est bon, qui a des idées, qui peut donner de bonnes idées dans ce domaine et qui sait comment, j'ai envie de dire, prendre une idée de bout à bout, ainsi de suite. Donc, il peut être pour vous un expert en stratégie ou quelqu'un qui peut être bon en stratégie. Après ça, il faut prendre un jeune ou un ami qui est bon dans tout ce qui est compte, comptabilité, tout ce qui est mise en place de la comptabilité, enregistrement, les balances, ainsi de suite, et vous partez avec. Parce que quand les entreprises que sont, j'ai envie, les institutions financières viennent, qu'elles voient que même dès le début, comme madame l'a dit tout à l'heure, vous formalisez tout ce que vous faites dès le début, il y a une certaine confiance déjà. Parce quand on vous demande des documents, vous pouvez les donner. Et ce conseil stratégique-là peut se réunir, vous voyez un peu, parfois, soit, je vais dire, chaque mois, pour questionner soit l'entrepreneur. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, quand on a des idées, on pense tout de suite, forcément, ça va réussir. Alors que le conseil stratégique va venir vous emmener dans votre dernier retranchement, en vous posant des questions, en vous emmenant à dire, par exemple, ça c'est pas bon, ainsi de suite, ça c'est bon, ainsi de suite. Donc, le différent conseil va vous emmener, évidemment, à la bonne destination. Donc, mettre en place, j'ai envie de dire, un conseil stratégique, c'est pas forcément de l'argent, c'est de savoir s'entourer de bonnes personnes et des personnes qui ont réussi dans le domaine. Et c'est ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je pense que si on arrive, par exemple, les fêtières, la plateforme unique des PME est accompagnée, par exemple, par la Finance Engage, sur ces critères-là, je vous assure que ces PME vont venir avec des documents en règle. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, en fait, à ces PME. Et je le dis parce que, comme je l'ai dit, on est dans l'éducation, donc je sais de quoi je parle. Il y a des patrons d'entreprises qui font des chiffres d'affaires de plus d'1 milliard, de 2 milliards, qui nous appellent, qui disent, monsieur, on est débordé, je suis débordé, je ne sais plus quoi faire, mon entreprise est en pleine croissance, j'exporte en Chine, j'exporte partout, j'ai un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard, 3 milliards, mais c'est pas, mon entreprise n'est pas organisée. On m'appelle de partout, je suis obligé de prendre mon téléphone, mais parce qu'il n'y a pas de direction. Tout se repose sur l'épaule de l'entrepreneur. Et si ça se repose sur l'épaule de l'entrepreneur, à un moment donné, il va craquer. Ça va craquer. Ça va craquer, évidemment. Donc, c'est les premiers éléments. Et comme on le dit, je crois que dans l'un des livres saints, on dit que qui ménage sa... Qui veut aller loin ménage sa monture. Et tant qu'on est bien préparé, évidemment, on va arriver à bon port. Et moi, je pense que c'est le gros conseil que je veux donner aux PME. En cette année 2022, ne vous fixez pas simplement sur la recherche du financement, sur les critères financiers, mais regardez aussi la structuration de vos organisations, de vos entreprises. C'est extrêmement important. Ça va vous emmener vous-même à réfléchir à la stratégie parce qu'il y a d'autres qui travaillent pour vous, il y a d'autres à qui vous déléguez. Par exemple, la notion de délégation de pouvoir, d'autres ne le font pas. Parce que tout le monde, le chef, il est le PDG, c'est lui qui prend toutes les décisions. A, c'est lui qui va prendre, B, il va prendre, ainsi de suite. Mais une telle entreprise, elle ne peut pas perdurer. Elle ne peut pas perdurer. Et aucune institution ne peut évidemment venir investir, même donner du crédit, même si vous avez certaines solvabilités, mais le risque est là. Est-ce que vous voyez un peu? Le risque est là. Et le risque, s'il y a un risque de ce genre, un risque opérationnel, de mise en œuvre effectivement de la stratégie, évidemment, qui va croire en votre solvabilité. Merci beaucoup. Madame Tano, notre émission tire à sa fin. Pour 2022, c'est quoi le défi des PME ivoiriennes? Le défi des PME ivoiriennes sera d'aller à la bonne information avec des structures qui existent. Et la bonne information existe. Même l'accompagnement mis ici en lumière existe parce que vous avez la firme ES Partners qui, comme d'autres, propose des programmes d'accompagnement des PME, des programmes justement qui commencent par le diagnostic de la PME, où est-ce qu'elle en est, à quel niveau elle se trouve, et ensuite une feuille de route sur mesure, une feuille de route pour la croissance de la PME. Et cette feuille de route pour la croissance prend en compte à la fois les aspects de structuration et de besoin de financement de la PME. Donc l'accompagnement tel que on voudrait, l'accompagnement qu'il faut pour les PME existe au niveau des firmes comme ES Partners, existe au niveau de la CGCI, existe au niveau de la Chambre de commerce, existe au niveau de Côte d'Ivoire PME, existe au niveau des plateformes
de la plateforme unique des PME existe au niveau des autres fêtières de PME et il faudrait que tous les acteurs de PME qui nous suivent aillent à la bonne information. Il faut qu'elles demandent. Et si elles ont la bonne information, elles vont se préparer au mieux pour pouvoir justement non seulement assurer leur développement, mais en plus avoir accès au financement dont elles ont besoin justement pour assurer ce développement. D'accord, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Notre émission tire à sa fin. Je rappelle que nous parlions de PME ivoiriennes. Quel accompagnement et, vous l'aurez compris, de grandes choses sont ressorties au cours de cette émission. Allez à la bonne information et mieux se structurer. C'est vrai, il y a les prêts bancaires, il y a les prêts de marché financier qui existent, mais nos spécialistes et tous nos invités sur le plateau l'ont dit, pour 2022, il faut aller à la bonne information et il faut mieux se structurer et le reste viendra. Merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.